Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Donc, est-ce que vous pourrez rapidement vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Chong Bell, je suis consultant informatique pour des banques d'investissement. Je suis également auteur. J'ai écrit un livre qui est sorti il y a quelques années, Maîtriser les produits dérivés en partant de zéro. Et je suis en train de terminer un récent livre qui s'appelle La mécanique du succès. Je suis également très présent sur les réseaux sociaux, donc certains d'entre vos auditeurs peut-être me connaissent déjà. Et donc voilà. D'accord, merci. Donc vous avez dit que Maîtriser les produits dérivés en partant de zéro, c'était votre premier livre. Absolument. Pourquoi ce livre en fait, le livre il est sorti en 2015. Je l'ai sorti parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de livres en finance de marché, mais très peu de livres qui expliquaient vraiment de façon détaillée ce domaine assez complexe. Donc moi, mon challenge, c'était vraiment de vulgariser au maximum les produits dérivés, donc c'est un sujet qui est quand même relativement complexe. J'ai essayé de le mettre, de le simplifier au maximum. Donc d'où cette démarche-là, et d'où le titre aussi, en partant de zéro. Et aujourd'hui, le livre, on peut le retrouver sur quelle plateforme? Il est disponible sur Amazon, il est disponible aussi sur la Fnac, en ligne essentiellement. D'accord, super. Bon, aujourd'hui, on va plutôt parler de votre deuxième livre, La mécanique du succès. La même question, pourquoi ce livre? C'est un livre en fait qui traite globalement de la création monétaire ou si vous voulez de l'enrichissement. Donc je traite l'aspect sous deux angles, l'aspect de l'entrepreneuriat et l'aspect de l'investissement. La majorité du livre traite surtout de l'entrepreneuriat et donc je décline la création d'entreprise sous toutes les différentes étapes du stade vraiment précoce, la création, au développement et à la recherche de fonds, au management. J'essaie vraiment d'être le plus large possible et le plus pédagogue possible pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément une appétence particulière pour ça de pouvoir comprendre facilement. D'accord. Une question un peu peut-être qui fâche, mais qu'est-ce qui vous donne la légitimité aujourd'hui d'écrire un livre sur une entreprise ou autre, l'enrichissement? Bonne question. Déjà, sur les aspects financiers, déjà par rapport à mon précédent livre, ce sont des questions que j'ai énormément travaillé et j'ai moi-même pas mal d'expérience. J'ai lancé quelques entreprises, j'ai monté énormément de projets, j'ai fait beaucoup de levées de fonds, des crowdfunding. Donc voilà, j'ai une certaine expérience en la matière et bien sûr, j'ai surtout aussi profité de l'expérience des autres. J'ai lu une quantité astronomique de livres que j'ai compilés et j'ai aussi réuni plusieurs domaines. Ça, c'est quelque chose qui n'a quasiment jamais été fait. J'ai essayé d'assembler les domaines de plusieurs disciplines, que ce soit la psychologie comportementale, la finance, mais aussi les stratégies marketing qui permettent vraiment d'avoir une vision extrêmement globale de toutes les stratégies d'enrichissement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce mécanisme en fait, du succès? Quelles sont les différentes étapes pour pouvoir atteindre le succès? Il y a énormément de gens qui pensent que la réussite est due uniquement au hasard, à la chance. Donc du coup, souvent ça donne une excuse aux gens pour ne pas faire justement l'effort pour atteindre des objectifs financiers que peut-être ils aimeraient bien atteindre. Donc ils se contentent simplement de dire bon, c'est la chance, tel est riche parce qu'il a eu de la chance, moi j'ai pas de chance, j'attends de tirer le bon ticket au loto et en attendant, moi je fais pas les efforts. Alors qu'en réalité, pour avoir étudié des centaines d'entrepreneurs, les mécanismes sont connus. En fait, ils sont récurrents. Au bout d'un moment, en fait, j'en ai étudié tellement que, au bout d'un moment, il y a des schémas qui sont récurrents. On voit qu'il y a tout le temps souvent les mêmes choses, souvent les mêmes comportements. Donc, ça ne peut pas être dû au hasard. L'entrepreneuriat, de façon générale, pour moi, certes, c'est un art, mais c'est un art qui se travaille. Donc il y a quand même des mécanismes derrière que j'ai essayé d'élucider justement à travers ce livre. Alors pour les résumer, évidemment il faut comprendre comment fonctionne la psychologie humaine. Quand je dis la psychologie humaine, c'est déjà sa propre psychologie. Ça c'est quelque chose qui n'est généralement pas
qui est rarement enseigné voilà, à l'école et dont on a rarement conscience. Même des fois des gens qui ont atteint un stade élevé de succès n'ont pas forcément toujours conscience de ce qui leur a permis d'y accéder. Et j'essaye un petit peu de lever le voile là-dessus dans ce livre. Donc ça, c'est la première chose. Ça se passe au niveau de la tête. Donc c'est vraiment... il faut avoir le bon mindset, comme disent les anglo-saxons. Chapitre numéro 1 de mindset. Absolument. C'est pour ça que je commence par ça. C'est fondamental. Après, bien sûr, il faut travailler énormément. Ça, c'est pas un secret, mais en fait, là aussi, la plupart des gens ne réalisent pas la quantité de travail qu'il faut abattre pour pouvoir atteindre un succès élevé. Parce que c'est le but de cet ouvrage, c'est de montrer comment atteindre un succès très élevé. Et en fait, beaucoup de gens ont une mauvaise estimation de la quantité de travail qu'il faut abattre. Donc déjà là, j'essaye de remettre en perspective l'échelle en fait qui est indispensable pour atteindre ce niveau de succès. Et après, il faut avoir les bonnes stratégies. J'essaie d'en dévoiler les principales dans ce livre-là, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau du financement et même au niveau de l'investissement qui va permettre, une fois qu'on a atteint un certain degré de succès, de multiplier en fait ce succès et de sauvegarder aussi ses capitaux. Donc voilà dans les grandes lignes quelques éléments que je développe dans le livre. D'accord. Donc aujourd'hui on va revenir sur 3 ou 4 grands points, mais pour le reste vous pouvez vous diriger directement sur le livre. Donc d'abord la partie sur le subconscient. Donc vous dites que le subconscient en fait ça joue un énorme rôle. Bien sûr. Presque 95% de nos habitudes, de nos actions voilà, au quotidien, finalement tout ça est dans notre subconscient. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer ce qu'est le subconscient par rapport au conscient et quel rôle il joue dans notre quotidien en fait? Voilà, c'est une bonne question. Déjà, le subconscient, c'est quelque chose déjà dont la plupart des gens n'ont même pas conscience parce que c'est une sorte de pilotage automatique du cerveau. Une illustration que je pourrais vous donner, quand vous apprenez à conduire une voiture. Au début, vous conduisez la voiture grâce à votre cerveau conscient parce que c'est une tâche que le cerveau n'a jamais exercée avant. Donc, vous réfléchissez à tout et vous remarquerez, vous êtes relativement lent. Vous êtes lent et à la fin de la journée, si vous avez conduit, si vous avez fait, je sais pas, 4 heures de cours de conduite, à la fin de la journée, vous avez vraiment mal à la tête parce que votre cerveau, il a fait énormément d'efforts. En fait, ça demande beaucoup d'efforts au cerveau. Et donc, voilà. Mais en fait, le cerveau utilise la partie consciente pour des activités qu'il n'a jamais faites. Donc, tout ce qui est apprentissage. Après, une fois que vous maîtrisez bien une tâche, prenons un conducteur qui a 10 ans d'expérience de conduite, en fait, il n'utilise plus son cerveau conscient, il utilise son cerveau inconscient. C'est-à-dire qu'il va prendre les bonnes décisions sans même avoir besoin d'y réfléchir. Ça devient automatique. Et c'est là que le subconscient intervient. C'est-à-dire on n'a plus besoin de réfléchir. Vous pouvez être en train de discuter avec votre ami, à manger un sandwich en même temps que vous conduisez. Ça ne pose aucun problème parce que pour la partie conduite, votre main sait où elle doit aller, les yeux savent ce qu'ils doivent regarder. Tout se passe de façon quasi automatique. Donc là, on dit que la tâche est passée au stade subconscient. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez simple à comprendre, mais il y a d'autres éléments comme tout ce qui se passe pendant le stade précoce de la croissance, l'environnement, toutes les habitudes qu'on observe, par exemple via nos parents, notre entourage à l'école, ce sont des éléments en fait qui vont nourrir notre subconscient et en fait qui vont diriger nos actions sans même qu'on s'en rende compte. Donc c'est ça le subconscient et les recherches ont montré que ça a un rôle extrêmement important déjà dans la vie de tous les jours, mais surtout dans le succès, c'est le sujet du livre. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, si on veut atteindre un certain niveau de succès, il faudrait reprogrammer son subconscient ou changer. En gros, aujourd'hui, si on n'a pas un niveau financier
qu'on juge convenable, c'est que dans notre subconscient, enfin, on n'est pas assez bien programmé dans notre subconscient, je ne sais pas trop comment le dire. Oui, c'est tout à fait ça. Si on veut atteindre un autre niveau, il faudrait reprogrammer son subconscient. Absolument. D'accord. Absolument. C'est une notion que moi-même j'ai eu du mal à appréhender, parce que quand on a un cerveau cartésien, on ne comprend pas forcément. Mais en réalité, c'est exactement comme vous l'avez expliqué. Et la raison pour laquelle c'est difficile, parce que évidemment vous imaginez reprogrammer son cerveau, c'est pas une tâche simple. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est que le subconscient il est programmé comme ça. C'est-à-dire que ça prend énormément de temps, mais une fois que c'est fait, par contre, vous avez quasiment plus rien à faire. Donc effectivement, tout ce qui concerne l'enrichissement, on s'est rendu compte que les mêmes mécanismes opéraient également. C'est-à-dire que les personnes qui ont été élevées, par exemple, dans des familles où le père est entrepreneur à succès, c'est mieux, ces enfants, ils vont grandir avec les réflexes d'un bon entrepreneur, tout simplement en observant leur père ou leur mère qui a été entrepreneur, tout simplement. C'est-à-dire que vous aurez beau placer ces enfants dans le même cadre scolaire ou même environnemental avec d'autres enfants dont les parents sont pauvres, eux, même s'ils ont suivi les mêmes cours avec les mêmes professeurs, eux, ils s'en sortiront mieux dans les affaires que les autres. Parce qu'ils ont bénéficié, au niveau subconscient, de tout cet enseignement simplement en observant leurs parents ou en voulant les imiter. Donc c'est ça en fait. Mais après, c'est pas une fatalité. Parce que il faut pas se baser là-dessus pour dire vu que mes parents n'étaient pas riches, ça veut dire que c'est pas possible pour moi. Non, au contraire, déjà en avoir conscience, c'est la moitié de la réussite, parce que on sait vers où on peut orienter l'effort. Et le deuxième élément, c'est que pour reprogrammer justement son cerveau et être en mesure de compenser ce déficit, si vous n'avez pas bénéficié de ça à la naissance, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut travailler énormément. Parce que pour que ça aille au niveau du subconscient, comme pour la conduite, on n'apprend pas à conduire en 2 heures. Ça prend énormément de temps. Et c'est pareil pour la réussite. Il faut faire énormément d'efforts et être entouré des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, lire les livres de gens qui ont fait ça, pratiquer les activités des gens que vous voulez atteindre. Donc il faut vraiment essayer de se mettre dans un environnement qui soit le plus propice possible à cette réussite-là. Et c'est comme ça qu'à force, on y arrive en fait. D'accord, c'est super, merci. Okay. Et aussi, parfois, ce qui bloque, donc il y a le frein, le subconscient qui n'est pas programmé convenablement comme il le faudrait, mais il y a aussi toutes les peurs qui nous entourent. Bien sûr. Et donc je vais citer quelques peurs que vous citez. Donc la peur de changer de vie, la peur de l'inconnu, la peur des critiques, la peur de prendre des risques, la peur de l'échec. Ça fait beaucoup de peurs qui peuvent freiner une personne vers son succès personnel. Bien sûr. Donc en fait, mais d'où viennent toutes ces peurs et comment faire, encore une fois, pour les dépasser? La première réponse, ça vient du subconscient, souvent. C'est influencé effectivement par ce qu'on a vécu, par la manière dont on a été élevé. Si vous avez été élevé par des parents qui, toute leur vie, ont été salariés, vous imaginez bien que vous lancer dans l'entrepreneuriat, ça sera un défi beaucoup plus difficile que quelqu'un qui a connu un père qui a créé 5 entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, l'origine fondamentale, c'est dans notre subconscient. Et souvent, ça vient de la naissance ou de notre éducation quand on est plus jeune. Donc ça, c'est le premier élément. Après, de façon plus générale, ça vient aussi de notre entourage. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens ne sont pas programmés pour avoir un grand succès entrepreneurial. La plupart des gens sont programmés pour être de bons salariés. C'est pas mauvais d'être un bon salarié, mais enfin, ça ne prépare pas à être un bon entrepreneur. Et la plupart du temps, on va être entouré plutôt de gens qui sont programmés pour le salariat, qui sont programmés pour aller à l'école et pour avoir un travailler pendant 40 ans. Et donc, du coup, l'environnement joue un rôle très important. Parce que pour trouver des personnes qui sont qui ont ce mindset-là, il faut faire énormément d'efforts, tout simplement parce qu'il y en a très peu.
Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui demande énormément, qui peut être relativement risqué. En général, les probabilités de réussite sont minces, ça il faut aussi le reconnaître, mais les gains potentiels sont tellement importants que, en principe, ça compense le risque initial. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est l'origine de tout ça. Les gens surestiment, à mon avis, les risques qui sont liés à l'entrepreneuriat, tout simplement parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire pour y parvenir. D'accord. Et donc, ce livre permet justement de donner des clés et des réponses. Super. Donc, les gens surestiment les risques pour vous? Oui, je pense, oui. D'accord. Donc, je vais revenir un peu à ce qu'on avait dit au début sur le titre, donc la mécanique. Oui. Et je vais citer une des phrases qui est dans le livre, qui est « Faire fortune est une science ». Oui. Et là, vous nous donnez une formule, donc Q égale VT, V fois T, pardon. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, j'ai essayé, en fait, de simplifier au maximum le concept. C'est-à-dire que donc, dans la formule, le Q, c'est pour la quantité d'argent. V, c'est comme la vitesse, donc la vitesse à laquelle vous enrichissez, et T, c'est le temps. Le temps qu'il faut pour atteindre cette quantité, pour atteindre ce succès. En fait, dans les trois éléments, on voit en fait les différentes composantes qu'il faut pour atteindre l'objectif. V étant la vitesse, évidemment, si je prends un exemple, la plupart des gens gagneront 1 million d'euros dans leur carrière. Enfin, si vous êtes salarié en France, en moyenne, vous gagnerez à peu près 1 million d'euros dans votre carrière. Enfin, ça va prendre 40 ans. Enfin, voilà. Donc la vitesse, c'est important. Vous n'avez pas envie d'attendre 40 ans pour gagner en cumulé ce montant-là. Vous voulez éventuellement gagner ça, je ne sais pas moi, à 40 ans ou peut-être même plus tôt. Donc pour ça, il faut augmenter la vitesse. Donc ça veut dire qu'il faut accélérer le mouvement. Donc la vitesse, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a le temps. Donc la vitesse, c'est lié au temps, évidemment. Le temps, ce que j'explique dans le livre, c'est que le temps, c'est l'élément le plus important en fait, qu'on a dans notre vie. Le temps, c'est même plus important que l'argent. Et ça, c'est une notion qu'on a parfois du mal à comprendre. Et la raison pour laquelle c'est vrai, c'est parce que le temps, l'argent est présent en quantité illimitée. On le voit très bien aujourd'hui où les banques centrales impriment de l'argent en quantité quasiment illimitée. Donc l'argent, il y en a plein. Par contre, le temps, en tout cas notre temps de vie sur Terre, il est limité. Oui. Il est limité, donc en réalité, c'est notre actif le plus précieux. Et donc il faut le traiter avec ce niveau d'exigence. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important si vous voulez faire fortune, c'est qu'il faut savoir valoriser son temps. Parce que le temps, c'est l'élément qui va vous permettre de vous différencier. Si en une journée, vous êtes capable de faire plus que des personnes en une semaine, forcément, vous atteindrez vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc les deux cumulés, ça fait la quantité, parce que si vous faites beaucoup en une journée et que vous le faites vite, ça fait que la quantité, le Q d'argent, va augmenter plus rapidement. D'accord. C'est intéressant, j'aimerais aussi qu'on revienne sur les différents leviers dont vous parlez. Donc la quantité de travail, oui. La qualité du travail, oui. Et la qualité du travail des personnes qui travaillent pour vous, qualité de travail des autres, l'environnement. Oui. Tout à fait. Donc je trouve ça super intéressant. Merci. Donc en fait, c'est tous ces leviers-là qu'il faudrait essayer de mettre en place pour pouvoir augmenter sa vitesse d'exécution, pour pouvoir sortir un produit ou un service le plus rapidement possible. Tout à fait. Okay. C'est tout à fait ça. C'est somme toute assez trivial parce qu'en fait, on le sait intuitivement. Mais là, j'ai essayé de l'illustrer de façon un peu plus claire. Donc évidemment, la première chose, si vous voulez atteindre un succès hors du commun, c'est de travailler, bon, ça on l'a déjà dit, mais rien ne sert de courir vite dans la mauvaise direction, donc il faut travailler déjà en quantité suffisante, plus que les autres, parce que vos concurrents, eux, ils travaillent aussi, donc il faut travailler plus que les autres, mais surtout il faut travailler mieux que les autres, parce que si vous travaillez beaucoup,
mais que vous faites les mauvaises choses, ça ne vous mènera pas très loin. Donc il faut travailler beaucoup et travailler intelligemment. Donc ça, il faut vraiment avoir les deux en tête. Et le troisième élément, c'est que on ne fait pas fortune tout seul. Ça, c'est quelque chose, c'est une idée reçue que les gens ont souvent parce que quand on parle de grands capitaines d'industrie, on voit Mark Zuckerberg, on voit Steve Jobs, les gens ont tendance à personnifier le succès, alors qu'en réalité, ces gens-là ne réussissent jamais seuls. Jamais. Ils ont toujours des équipes et des équipes de personnes brillantes autour d'eux qui leur permettent d'atteindre cette réussite. Donc, un élément crucial dans la réussite, c'est le temps des autres. C'est-à-dire que dans votre journée, vous avez de toute façon que 24 heures. Si on enlève le temps pour dormir, le temps pour manger, vous comprenez bien que vous n'allez pas aller bien loin, aussi brillant que vous soyez. Donc, il faut être capable de monter une équipe de personnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, c'est pour ça que je parle du travail des autres. Après, si on pousse le concept encore plus loin, il y a l'environnement de travail. C'est-à-dire que prenez deux équipes, une équipe qui est dans un environnement ultra optimisé et une équipe qui est dans un environnement qui n'est pas du tout optimisé. Et l'équipe qui est dans un environnement optimisé obtiendra de bien meilleurs résultats que l'autre. Donc ça paraît évident dit comme ça, mais du coup, ça montre vraiment le fait qu'il faut vraiment beaucoup insister sur l'environnement de travail. Parce que des personnes qui travaillent ont besoin de se sentir bien dans leur environnement pour produire, pour travailler au maximum. Et donc il y a des stratégies, une des plus célèbres, c'est celle qui a permis à Ford de devenir un des plus gros milliardaires au début du XXe siècle. Il a exploité la technique du taylorisme, qui est devenu le Fordisme. Exactement, le travail à la chaîne, c'est-à-dire qu'avec le même nombre d'employés, il arrivait à obtenir des rendements quasiment 10 fois supérieurs à ce qui se faisait avec des techniques normales. C'est-à-dire qu'avant, quand les gens voulaient monter une voiture, ils montaient une équipe et en fait les gens faisaient chacun essayait de faire un bloc de la voiture et ils assemblaient ça de façon un peu sans stratégie bien pensée. En fait, Taylor il a développé une théorie selon laquelle si chaque personne fait une tâche extrêmement spécialisée, et très rapidement, il sera en mesure de la faire à une vitesse très élevée. Et là, on revient au subconscient, c'est-à-dire que si vous avez une seule tâche à faire, vous la faites tout le temps, au bout d'un moment, vous la faites sans avoir besoin d'y réfléchir. Et donc, du coup, si vous avez plein de personnes qui font chaque tâche de façon parfaite, c'est-à-dire sans avoir besoin d'y réfléchir, ça fait que le rendement de l'ensemble est quasiment décuplé. Et donc, c'est en fait ça qu'ils ont exploité, que Taylor a exploité pour développer le taylorisme. Et Ford, il a appliqué ça au monde de l'automobile. Et les rendements ont explosé. Et c'est à partir de là que le travail à la chaîne s'est généralisé. Tous les constructeurs aujourd'hui appliquent ça. Bon, il y a eu d'autres révolutions derrière, mais c'est un exemple qui montre que l'environnement de travail, c'est extrêmement important. Donc, voilà. C'est fort, je n'avais pas pensé à ça sur le taylorisme et le Fordisme. Donc maintenant, on va passer à la partie sur l'investissement. Donc en fait, dans le chapitre numéro 8, vous parlez de l'investissement. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'investissement immobilier, mais vous nous parlez d'investissement financier. Oui, tout à fait. Donc il y a différents types d'investissement, mais pourquoi vous mettez plus l'accent sur l'investissement financier ? Bonne question. Alors l'investissement financier, parce que d'abord j'ai étudié en fait tous les types d'investissements qui existent, voilà, tout simplement, et je me suis rendu compte que l'investissement financier c'était celui qui permettait de dégager les rendements les plus élevés, en tout cas des rendements supérieurs à ceux de l'immobilier. Donc c'est pour ça que je me suis concentré sur l'investissement financier, parce que mon but c'est de permettre aux gens d'atteindre le plus haut niveau de succès possible. Donc voilà, ça c'est la première réponse. Ensuite, la manière dont j'ai traité cette partie-là, en fait, j'ai généralisé des concepts. C'est-à-dire que c'est des concepts
qui s'appliquent au monde financier, mais qui peuvent être transposés à l'investissement immobilier ou à l'investissement, je ne sais pas, sur les cryptos, enfin tout type d'investissement que vous voulez. En fait, ce sont des principes généraux que vous pourrez réutiliser sur d'autres types d'actifs. D'accord, super. Donc en fait, dans les principes, il y en a 10 à peu près. Oui, j'en ai retenu 10, okay. Comme les 10 commandements. Donc en fait, dans les 10, est-ce que vous pouvez m'en donner, pour vous, je ne sais pas moi, les 3 plus importants à maîtriser? Oula, j'ai pas envie de choisir parmi les bébés, mais déjà le premier, j'ai envie de commencer par ça, tu investiras par toi-même, c'est fondamental parce que personne ne sait mieux que toi-même, personne ne servira tes investissements mieux que toi. Donc la meilleure personne indiquée pour gérer tes investissements, c'est toi, donc c'est vous-même. Donc pour moi c'est fondamental, mais ça demande de se former, ça demande de creuser un petit peu, mais en réalité ce sont des principes qui ne sont pas inaccessible. J'ai essayé d'en expliquer les grands principes dans ce livre, et j'ai écrit un livre entier aussi sur les produits financiers, mon premier livre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible aujourd'hui. Et mon livre d'ailleurs il est téléchargeable gratuitement en ligne pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est vraiment des connaissances qui sont accessibles si les gens le veulent. Okay. Donc il faut vraiment pouvoir comprendre comment ça fonctionne, parce que du coup, déjà on n'aura pas besoin de payer les intermédiaires, et puis on saura exactement comment faire, ce qu'il faut faire, et ça sert partout et dans tous les aspects de la vie. Donc du coup, si on doit investir par soi-même, oui. Ça veut dire on doit forcément faire ses devoirs, ça veut dire qu'on doit comprendre le milieu dans lequel on Absolument, c'est tout à fait lié. Ouais, donc c'est ça en fait, faire ses devoirs, tu seras le roi de l'info, ça veut dire aller chercher soi-même. Absolument. Okay. Vraiment à la manière d'un journaliste, faire des enquêtes, creuser, parce que vous n'avez pas envie d'investir juste pour investir. Si vous investissez sur une opportunité d'investissement que tout le monde connaît déjà, ça veut dire que la marge elle sera pas importante. Les marges elles vont être importantes sur les opportunités d'investissement que la plupart des gens ne connaissent pas encore. C'est pour ça que l'information c'est capital dans le monde de l'investissement. Parce que celui le premier qui a l'information, c'est celui qui va pouvoir obtenir les rendements les plus élevés. Ok, d'accord. Et juste les commandements qui sont derrière, c'était vision. Une vision à long terme. Donc là, quel commandement, quel principe pas vous préférez, ils sont tous importants, mais le plus important. Moi, je dirais le 10e, pour ceux qui veulent gagner énormément d'argent, tu chériras les révolutions et les monopoles. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais en fait, si vous voulez gagner énormément d'argent, vous risquez de prendre aussi un petit peu de risque, un peu plus de risque que la normale, mais c'est le seul moyen, en fait, si vous voulez gagner énormément d'argent. J'ai plein d'exemples. Si vous aviez investi sur l'action d'Amazon, Amazon a été coté en bourse à la fin des années 90, donc si vous aviez investi dans Amazon, mettons en 2000, aujourd'hui, vous êtes sûr d'être quasiment millionnaire. Si vous avez investi sur, par exemple, on parle souvent du Bitcoin, si vous avez investi le Bitcoin quand il valait quelques centimes, 1 euro ou 2 euros, aujourd'hui ça vaut 10 000, vous serez probablement millionnaire pour un investissement de même de 1000 euros. Donc, et si je cite ces exemples, c'est parce que c'est, pareil pour Apple, si vous aviez investi en 97 quand Steve Jobs est revenu chez Apple, c'est clair, pour un investissement de 1000 euros, aujourd'hui, vous serez probablement millionnaire. Donc, c'est des exemples qui montrent que, quand vous investissez dans la révolution, votre capacité de plus-value, elle est quasiment illimitée, en fait. D'accord. Donc, c'est un peu ça qu'il faut avoir à l'esprit quand vous investissez, si vous voulez gagner énormément. Mais ce sont des opportunités, évidemment, qui ne se présentent pas tous les jours. Donc, il faut faire énormément de recherches, il faut rester à l'affût et être capable, justement, de flairer le bon coup et de se positionner quand ce type d'opportunité apparaît. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la dernière question qu'on pose à toutes les personnes qui viennent, quelle est la transformation que vous aimeriez voir au sein de la communauté afro-caribéenne ?
La première réponse qui me vient en tête, c'est l'éducation. Alors, mais l'éducation, dans quelle forme? Ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, moi, j'ai grandi en Afrique et les Africains, ils sont plutôt éduqués. C'est-à-dire que voilà, ils aiment l'école, ils vont à l'école et enfin, voilà, souvent ils sont très diplômés. Mais le problème, c'est qu'ils ils ne vont pas vers des connaissances qui leur permettent d'avoir une autonomie financière. Et ça, c'est le gros problème, parce que, enfin, voilà, vous pouvez être diplômé en physique nucléaire ou en biologie cellulaire, c'est pas ça qui va vous rendre indépendant financièrement. Donc, enfin, moi, ce que je pense qu'il faudrait faire évoluer dans le système éducatif en Afrique, ou même dans les Caraïbes, je pense que c'est vrai aussi dans les Caraïbes, c'est le fait d'avoir une éducation plus pragmatique, voilà, qui soit plus orientée vers l'indépendance financière. Et de façon générale, ça serait déjà un gros pas en avant. Merci beaucoup. Je vous en prie.